Merci, merci monsieur les présidents, messieurs les collègues de l'Académie de médecine. Effectivement, c'est important que les chirurgiens se penchent sur la question de la formation des chirurgiens. Ça n'est pas toujours le cas. Il y a une abondante littérature, mais les chirurgiens, ils ont un caractère pragmatique et il est important qu'on y réfléchisse. C'est d'ailleurs un des rôles de l'Académie, ça a été dit. Ça passe. Alors, quels opérateurs? Ben, c'est assez simple, hein. Il y a 13 spécialités chirurgicales. Donc, on se forme pour une spécialité chirurgicale. En réalité, pas du tout, pas du tout. À ces 13 spécialités s'ajoutent déjà 6 options, donc plus 4 de médecine interventionnelle, 3 FST et, Albert Claude vient de le dire, des dizaines, des centaines de diplômes universitaires ou interuniversitaires. Parallèlement, les médecins interventionnels se mettent à opérer. Et donc, c'est très bien d'ailleurs, c'est probablement l'avenir de la chirurgie. Mais du coup, les caractères ordinals des spécialités n'est plus d'actualité. Le rapport de l'Académie de médecine l'a très bien montré en disant qu'il y avait un mixte entre les médecins et les chirurgiens, les techniques purement chirurgicales et les techniques interventionnelles, qu'elles soient par voie endoscopique, par voie percutanée ou même par voie transcutanée, sans même une ponction ou une incision. Un bon exemple, c'est la chirurgie des varices. Toute une génération a appris à faire du stripping. Mais maintenant, les spécialistes, les chirurgiens qui s'occupent des veines, il faut qu'ils fassent l'échographie, ce que nous n'apprenions pas du tout à l'époque. Il faut qu'ils sachent manier tout un tas d'agents, pour faire des scléroses, pour des ultrasons à haute intensité, et tous ces agents arrivent au fur et à mesure, à tel point qu'on peut probablement, c'est très difficile d'évaluer ces nouvelles techniques, puisqu'une technique en remplace une autre. Alors, on va vers des opérateurs spécialisés. Ce n'est pas un souhait, c'est un constat. D'abord parce que la chirurgie est personnalisée, c'est-à-dire que chaque personne il faut prendre en compte ce caractère, que l'évolution des connaissances médicales fait que si l'on a opéré, on a fait pendant des années et des années des hystérectomies confiées par nos collègues, eh bien, un beau jour, on s'est rendu compte qu'un fibrome, ça pouvait peut-être se traiter sans enlever forcément tout l'utérus, ou peut-être même ne pas s'opérer. Il faut s'approprier les nouvelles technologies. Euh, Là, par exemple, nous avons reçu ce matin un rapport de l'HAS où il s'agit de traiter les cancers du sein. Bon. Eh bien, les cancers du sein peuvent être traités par un nouvel agent que les radiothérapeutes se sont appropriés. Pourquoi pas? Les gynécos ont dit, bah, puisque c'est comme ça, c'est pas pour nous. Mais en fait, ce sont les gynécos qui voient les cancers du sein. Et donc, il y a un mixte là qui est nécessaire et qui doit être pris en compte. Il faut donc s'approprier toutes ces nouvelles technologies. Et enfin, depuis la loi Kouchner, eh ben, il faut prévenir la sinistralité. Ça va dans le bon sens et c'est sûrement un bon choix. Ce qui fait qu'actuellement, en 2024, en orthopédie, on ne peut plus tout faire. On voit bien. Certains font la hanche et le genou, d'autres font le poignet, la main, et on attend les spécialistes de la hanche gauche au train où ça va. Le viscéral, c'est pareil. Nous avons défini 6 pôles dans notre spécialité. Foie, rate, voie biliaire, pancréas, œsophage, estomac, bariatrique, paroi, endocrino. On ne peut pas tout faire. On peut faire 2 pôles, éventuellement. Peut-être un troisième, mais pas tout. On ne peut. D'ailleurs, les patients qui ont un cancer du côlon avec des métastases hépatiques sont en général pris en charge par 2 équipes. L'équipe colorectale et l'équipe qui va s'occuper du foie. Et tout ça, ça va dans le bon sens d'ailleurs. Enfin, les gynécologues. Les gynécologues obstétriciens, ils ne peuvent pas gérer les seins, l'obstétrique et la statique pelvienne. Parce que l'évolution de la médecine fait que les choses sont de plus en plus spécialisées. Là, j'ai appuyé sur le bouton, mais j'y vais. Voilà. Alors, la formation.
Donc, en une diapo, on va faire simple, hein, la formation. Quelle formation? Eh ben, il faudra forcément qu'elle soit ciblée. Alors, naturellement, il restera la phase socle, mais euh, il faut rapidement savoir dans quelle direction on va s'orienter quand on se forme. Il ne s'agit pas de choisir la chirurgie viscérale et de dire on verra plus tard. Non, les jeunes ont besoin de pouvoir anticiper rapidement. Ce n'est pas toujours évident d'ailleurs, mais ça sera important. La formation, elle est courte, elle est plus courte qu'avant. On a eu une succession d'évolutions sociétales. En 2000, on a vu arriver les 35 heures. En 2001, on a vu arriver le repos de sécurité. En 2002, on a supprimé le service national. Le service national, bah, c'était une année de pratique. Alors, est-ce que c'était une pratique très formatrice ou pas? Mais c'était de la pratique. En 2015, on a institué les 48 heures par semaine. Alors, je vous ai mis en vignette, on ne voit pas très bien, mais là, il y a le résultat d'un récent travail qui date de quelques jours. Ben, la ligne du haut, c'est les spécialistes chirurgicaux. C'est 78 heures par semaine. D'accord? Donc, les 48 heures, c'est bien, c'est vertueux, mais en pratique, nos jeunes collègues travaillent plus. En 2020, on a vu arriver le docteur junior. Alors, c'est un peu paradoxal parce que les médecins généralistes, dans leur formation, on leur a rajouté un an de plus, et les sages-femmes, pareil, on leur a rajouté un an de plus. Mais les chirurgiens, en fait, avant, ils avaient un clinica qui pouvait durer 4 ans, et maintenant, pour différentes raisons dans lesquelles je ne rentre pas, le docteur junior, c'est 2 ans. La formation, il faut qu'elle soit donc courte, mais aussi frugale. Frugale. Frugale en argent et frugale en temps de formation, de temps formateur. Euh, on voit certaines équipes qui nous expliquent comment ils forment les chirurgiens. Je pense, par exemple, à l'équipe de la chirurgie de la main à Strasbourg. Ils font une preuve d'imagination et surtout de temps consacré à la formation. Et c'est un sujet. Vous pouvez me revenir le truc là, parce que je sais pas. Non, c'est pas bon. Je sais pas, mais je ne peux pas le faire. Donc, une question, il faut qu'elle soit frugale parce que toutes les facultés, comme l'a dit Albert-Claude Benamou, 26 écoles de chirurgie en France, ça me fait penser au début de la transplantation hépatique où il y avait 40 équipes pour la France. On n'a pas les moyens. Il faut être franc, il faut qu'on s'organise entre nous. Et en temps formateur, parce que ça prend du temps et ça coûte aussi. Et les facultés n'ont pas toujours les moyens. Enfin, cette formation, il faut qu'elle soit évaluée. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est efficace? Bon, la simulation, c'est la simulation, alors la simulation, alors la simulation. D'accord, moi je veux bien la simulation. Mais pour qui? Pourquoi? Comment? Combien? À quel moment? Voilà, il faut que ça soit évalué tout ça. Et il faut que la formation, elle soit appropriable. S'il faut 1 heure et demie pour comprendre comment marche le truc, le casque vidéo virtuel, le truc et tout, là aussi, le temps compte pour tout le monde. Et enfin, il faut qu'elle soit interopérable. Maintenant, on a des moyens pour faire des formations très efficaces à distance, ou en tout cas qu'on se coordonne entre facultés. Alors, je voudrais insister également sur 2 choses, c'est l'appétence. L'appétence. Euh, on ne peut pas comme ça démarrer, choisir la chirurgie, puis se rendre compte au bout d'un an que finalement, ben non, on s'est trompé. Ça évitera les droits au remords, hein. Dans le rapport d'Olivier Farge, c'est 15% de droits au remords, 30% dans certaines spécialités. Et donc, développer l'appétence au cours du 2e cycle, c'est très important. Ce qu'Astrid Herrero fait à Montpellier, où elle réquisitionne les externes, en leur montrant ce que c'est que la chirurgie, les gestes pratiques, les gestes simples, eh bien, ça permet de donner de l'appétence, ou au contraire d'ailleurs, de donner de l'inappétence et de favoriser une bonne orientation et un bon parcours de formation. Je vous ai mis ici ce tableau qui est issu du rapport d'Olivier Farge.
pour l'Académie et qui vous montre les flux entrants de 1900, entre 1985 et 2017 entre les filières médicales et filières médicales hors psychiatrie et les filières chirurgicales. Vous voyez que sur le plan national, c'est assez classique. Il y a un tiers des postes qui sont réservés à la chirurgie. Bon. Mais en fait, il y a des grandes disproportions entre les facultés et, et les régions. Parce qu'il y a certaines facultés qui développent l'appétence pour la chirurgie et d'autres beaucoup moins. C'est peut-être aussi une question de poste, mais il y a des inégalités régionales et il faut s'interroger sur ces inégalités régionales. La sélection, donc ça c'est un mot absolument tabou. D'ailleurs, j'ai eu tellement honte que j'ai mis un point d'interrogation. Jean-Pierre Henry nous parlera comment on sélectionne les pilotes de chasse. Les pilotes de chasse, je veux dire, c'est un métier à responsabilité. Ben, la chirurgie aussi, c'est un métier à responsabilité. Alors, je voudrais simplement rappeler que la chirurgie, c'est un formidable ascenseur social. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont aussi bons d'ascenseur social que la chirurgie? Bon, en 2024. Et puis que l'élite, l'élitisme, eh bien, mesdames et messieurs, moi je trouve que c'est une excellente vertu républicaine. Et je trouve qu'il faut, et que de toute façon, à un moment ou à un autre, il y aura toujours une sélection dans tous les secteurs et dans tous les domaines. Et donc, peut-être ne faut pas trop, a-t-il pas trop à attendre pour sélectionner. Je, je voudrais juste rappeler que quand même, nous avons tous connu des collègues qui ont eu, qui vivaient mal leur métier. Parce que finalement, on leur a pas dit que ben non, c'était pas un bon choix pour eux, que peut-être il aurait fallu faire un autre métier. Ou on a tous connu des internes qui n'ont pas eu de poste de chef de clinique parce que personne n'en voulait, parce que c'était une erreur. Et donc, mettre des gens dans des situations comme ça quand ils ont 30 ans, ça n'est pas très friendly. Alors pour terminer, je dirais que on nous dit bon ben, jamais la première fois sur le patient. Alors cette formule, elle est née d'un médecin qui, lors d'un rapport pour l'HAS en 2010 sur la simulation, a fait comme première recommandation jamais la première fois sur le patient. Oui, d'accord, mais enfin, on peut toujours tourner autour du pot, mais il y a un moment, il faut prendre le volant. Hein. Et comme la formation est plus courte, eh ben, qu'on fasse de la simulation, c'est très bien, mais il faut aussi s'approprier rapidement le geste opératoire. Et moi, je préfère, pour conclure, la formule de Jean-Louis Faure en 1920 qui disait bah, pour avoir le droit de pratiquer l'opération, il faut avoir cette certitude, ou plutôt cette conviction que l'on sera à la hauteur de sa tâche. Je vous remercie.